Quel est l'impact social et environnemental des produits alimentaires importés? On en débat avec Blaise Desbordes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de l'ONG Max Havelaar France. Et Clément Hellary, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes chargé de campagne forêt chez Greenpeace. Vous avez publié le mois dernier avec l'Institut Veblen un rapport, une étude menée par le bureau d'études Le Basique. Peut-être la leçon principale déjà, si on devait généraliser, puis ensuite on rentrera dans le détail. Blaise Desbordes. Oui, je peux peut-être vous dire l'objet. L'objet, on voulait passer en fait au scanner les importations françaises. Ouais. Est-ce que ça va bien, ce que la France importe tous les jours en denrées alimentaires? Est-ce que ça va bien sur le plan social, environnemental, au regard des grandes lois que l'Union européenne, depuis une dizaine d'années, essaye de passer pour être, je dirais, le leader mondial d'un commerce un peu plus équilibré? Et donc ça, c'était l'intention. On a donc analysé tous les chiffres des importations françaises et les provenances, les pays, et analysé si sur le plan social, par exemple sur le travail forcé, le travail des enfants, ou sur le plan environnemental, la déforestation, le climat, il y avait un problème. Et là, le son, Thomas, c'est un peu cruel, un peu amer, parce qu'on se rend compte que c'est pas très bon. Dans une journée, par exemple, vous pouvez vous dire que votre jus d'orange du matin, votre riz basmati du midi, le parfum d'ambiance dans votre salle de bain pendant l'après-midi, le thé que vous prenez avec des amis, et enfin l'apéritif du soir avec les noix de cajou, tout ça, ça recèle des lourds impacts. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Ouais, et on va évidemment détailler ces solutions. Si on regarde, Clément Hellary, les produits, vous en avez listé quelques-uns, mais les plus problématiques, vous diriez quoi, spontanément? Alors dans le rapport, les calculs permettent de montrer les 3 filières les plus impactantes. Ouais. Et ce sont d'abord le soja pour l'alimentation animale, que la France importe massivement, le cacao et l'huile de palme. C'est pas une grande surprise, ces 3 filières-là, elles ont un impact particulièrement important d'un point de vue environnemental. Ouais. Sur les questions socio-économiques, il y a d'autres produits qui peuvent poser problème en raison de questions de rémunération, notamment de travail forcé. On pense à la vanille, par exemple. Ouais. On va en parler, mais restons sur l'impact environnemental. Et par exemple, le soja, c'est un produit que vous connaissez bien. Il est d'abord essentiellement produit pour l'alimentation animale, le soja, en proportion? Oui, tout à fait. Alors la France importe 3,5 millions de tonnes de soja chaque année. Quasiment uniquement pour nourrir les animaux dans les élevages industriels. Et ce soja vient majoritairement du Brésil, où il a un impact sur les écosystèmes et aussi sur les droits des populations, notamment des peuples autochtones. D'un point de vue environnemental, le rapport, il étudie l'impact sur le climat avec les émissions de gaz à effet de serre, qui est directement lié à l'impact sur les écosystèmes, mais les forêts, en particulier la déforestation, où le soja la participe aussi dans différents écosystèmes à la transformation et à la déforestation. Et puis l'impact sur l'eau, avec l'usage de l'eau d'une part, la consommation d'eau, et puis la pollution de l'eau aussi, c'est-à-dire la quantité d'eau nécessaire à diluer les pollutions générées par la production, notamment par les engrais ou les pesticides qui sont utilisés. Est-ce que les agriculteurs ont des alternatives ? Parce que c'est toujours la question qu'on pose. Ok, on se dit il faudrait moins importer de soja pour nourrir les animaux dans les fermes françaises, mais c'est quoi les alternatives? Alors, clairement, pour changer de modèle et pour importer moins de soja du Brésil, c'est important de changer de modèle de production et d'adopter des pratiques plus agroécologiques dans lesquelles le soja importé du Brésil avec ces impacts-là n'a pas sa place. Il y a déjà des personnes qui produisent de cette manière-là. Il y a déjà des cahiers des charges qui interdisent notamment le soja OGM et le soja brésilien étant presque uniquement OGM. Il y a des producteurs qui s'en passent. Donc voilà, au quotidien, il y a des personnes qui montrent que c'est possible de produire autrement. Que c'est possible. Alors si on parle du respect des droits humains, de la rémunération ou des conditions de travail, Blaise Desbordes, il y a pas mal d'exemples là aussi dans ce rapport. Je ne sais pas sur lesquels vous voulez parler. J'ai vu les tomates au Maroc, j'ai vu la production d'avocats au Pérou, au Kenya. Qu'est-ce que vous ciblé, qu'est-ce que vous dévoilez dans Je dirais l'impact majeur qui nous interpelle, c'est la grande pauvreté d'un certain nombre de producteurs et productrices qui font nos aliments importés. Vous avez cité les tomates, tout à fait. Au Maroc, on a des cas de harcèlement, de travail forcé et surtout une grande pauvreté avec un niveau d'à peu près 50 à 60% seulement d'un revenu minimum vital. Le revenu minimum vital, c'est un outil très utile aujourd'hui. C'est des économistes qui calculent combien une personne, juste pour vivre avec la
base, l'extrême base, a besoin. Et donc, par rapport à ce niveau, on calcule s'il le touche ou pas. Pour les tomates, c'est pas le cas au Maroc. Pour l'avocat, par exemple, au Pérou, au Kenya, la France importe massivement de ces deux pays. Non seulement on a les problèmes environnementaux qui ont été mentionnés, mais on a un revenu d'environ 55 à 60% là aussi de ce qui est nécessaire au niveau vital. Donc chaque fois que vous prenez un avocat, vous contribuez à la pauvreté et vous validez quelque part la pauvreté. Donc ce qu'on a su faire dans l'Union européenne, dans un certain nombre de domaines, c'est de poser des seuils. Et donc vous questionniez les alternatives. Mais bien sûr qu'il faut aller vers des alternatives. On ne peut pas imaginer que la France, dans sa politique commerciale, fasse du dumping social et environnemental. Et l'Union européenne, pareil. Or, le drame, c'est qu'après avoir développé des directives vraiment innovantes pour filtrer, je dirais, les importations qui rentrent dans l'Union européenne, eh bien, on est en train de détricoter ça, que ce soit sur le plan de la déforestation, le règlement a été repoussé, et très récemment encore, sur le plan de la vigilance des droits de l'homme, on demandait aux multinationales européennes d'avoir au moins un regard de vigilance, et bien même ça, apparemment, ça ne convient plus aux autorités européennes. La CS3D, avec notamment une prise de parole d'Emmanuel Macron il y a quelques jours. Justement, on va parler du règlement sur la déforestation afin de garantir qu'il y ait moins de déforestation dans nos assiettes. Peut-être on peut rappeler ce que dit, ou ce que disait, ou ce que dira, je ne sais pas, le règlement européen. Oui, alors le règlement européen, il doit être mis en œuvre d'ici la fin de l'année, après un report d'1 an environ. Ce rapport, il oblige les entreprises qui mettent sur le marché européen des produits, un certain nombre de produits à risque en particulier, donc ça couvre par exemple le soja dont on vient de parler. Il oblige les entreprises à s'assurer que ces produits ne sont pas issus de terres déforestées après 2020. Et donc, il interdit la mise sur le marché des produits de ce type-là. Donc c'est une véritable avancée. C'est pas absolument parfait dans le sens où ça couvre pas d'autres types d'écosystèmes, mais c'est une véritable avancée qu'il est important de maintenir et qui doit être mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Donc c'est très contraignant puisque c'est une interdiction dont on parle. Est-ce que il est en passe, on parlera de la CS3D après, mais du devoir de vigilance, est-ce qu'il est en passe d'être édulcoré puisqu'il y a effectivement ce mouvement un peu général au niveau européen, d'ailleurs dans la foulée des résultats des élections, c'est pas un hasard. Oui, alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est le constat, c'est que personne ne veut de déforestation dans son assiette. Et le seul moyen de pouvoir... Oui, mais on ne sait pas forcément. Oui, mais justement, le seul moyen de s'en assurer, c'est de mettre en place des législations qui s'appliquent à l'ensemble de la filière et qui garantit qu'il n'y a pas de déforestation quand on consomme un de ces produits-là. Et donc, ce règlement, aujourd'hui, il n'est pas remis en question au même niveau que la directive. Et on compte bien faire en sorte qu'il soit maintenu, qui continue à s'appliquer de manière large et stricte pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Si je peux ajouter un mot sur les petits producteurs. Vous savez que, par exemple, pour le café et le cacao, vous avez deux types d'agriculture. Une grande agriculture industrielle, de plein soleil, bourrée de pesticides, etc. Et puis une agriculture protectrice du climat, c'est celle que le commerce équitable notamment défend, que l'agriculture bio défend, qui elle est faite de petits producteurs pauvres. Appliquer le même règlement sur ces deux types, vous voyez la différence. Pour une grande exploitation brésilienne, c'est facile de géolocaliser ces parcelles. Pour 1000 petits producteurs dans les montagnes du Chiapas, c'est plus compliqué. Donc nous, on demande quand même que d'ici le 1er janvier, l'Union européenne accompagne un peu mieux ceux qui protègent le climat et la biodiversité en faisant nos aliments du bon café, du bon cacao. Dans le cadre de ce règlement c'est possible. Dont on parle, d'accord. Et sur la CS3D, alors cette directive sur le devoir de vigilance des entreprises, comment vous avez réagi quand vous avez entendu le président de la République dire peut-être que c'est trop compliqué? Très mal. On a réagi extrêmement mal et c'est l'ensemble. Il y a 160 organisations en France qui sont mobilisées et beaucoup plus en Europe. Il y a des entreprises, notamment le mouvement Impact France, que vous connaissez sans doute, dont je fais partie également, qui disent mais quel est ce contresens? Une directive qui demandait de manière innovante et précurseur de regarder tout au long d'une chaîne. Les multinationales aujourd'hui ont des chaînes très très longues de sous-traitance et de regarder donc les atteintes aux droits de l'homme, d'avoir une vigilance, de faire un rapport là-dessus. C'était une obligation de moyens pour qu'on soit au moins conscient si oui ou non il y avait un problème. Et bien même cette vigie, même ce fanal dans l'obscurité et l'opacité des supply chains mondiales, maintenant on veut le détricoter. C'est très malheureux que le président français et le chancelier allemand aillent dans ce sens. C'est pas gagné non plus, parce que c'est pas simplement une interview qui permet de détruire une régulation européenne, mais c'est un très mauvais signal. Je ne comprends pas pourquoi, alors que l'Union européenne, avec le pacte vert, avait esquissé le cadre régulateur de demain, on est en recul. Est-ce que véritablement le dumping social et environnemental est l'avenir de l'Union européenne? Je ne crois pas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.